Dans les vidéos précédentes, j'ai présenté ce que j'appelle la géopolitique classique, celle qui s'est formée à partir de la fin du XIXe siècle et qui est clairement au service d'une puissance, qui justifie cette puissance et s'interroge sur la façon dont elle pourrait mieux s'inscrire dans l'espace. Nous avons vu comment cette réflexion a été menée pour l'Angleterre et les États-Unis, pour l'Allemagne, puis pour la Russie. Les écoles géopolitiques anglo-saxonnes et russes sont toujours actives aujourd'hui. On les voit d'ailleurs s'affronter en ce moment en Ukraine. En ce moment, je parle en mai 2023. Par contre, le foyer allemand a fait naufrage en 1945, emporté par l'accusation de complicité avec le nazisme. Alors évidemment, une question vient à l'esprit, et la France dans tout ça? Eh bien, c'est justement le sujet de notre 7e vidéo. Il y a en France à cette époque, c'est-à-dire de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale, des hommes, généralement géographes, mais pas toujours, qui mènent une réflexion de valeur et que l'on peut qualifier de géopolitique. Mais une réflexion sur l'organisation globale du monde, mise au service de la puissance française, de l'impérialisme français, s'efforçant de le justifier et de le favoriser, c'est-à-dire quelque chose de comparable aux géopolitiques allemandes, anglo-saxonnes ou russes. Non, cela, il n'y a pas en France. Alors, de quoi s'occupe-t-elle, cette géopolitique française? Eh bien, elle s'occupe soit de dénoncer la géopolitique allemande, pour des raisons évidentes. La rivalité avec l'Allemagne, c'est le grand problème français à cette époque. Soit de chercher une approche plus humaniste et plus objective des problèmes géographiques et géopolitiques. Plus humaniste, refuser le scientisme et le déterminisme qui imprègnent la géographie allemande, accorder une plus grande importance à l'action et au choix des hommes. Plus objective, rechercher les problèmes qui se posent réellement à l'ensemble de l'humanité et pas seulement à l'affirmation de mon pays. Donc une démarche qui annonce ce que sera plus tard la géopolitique critique à partir des années 1970. Avant de donner quelques exemples de cette démarche française, demandons-nous pourquoi elle est adoptée par les géographes français. La question essentielle, c'est celle des rapports qu'un peuple entretient avec la puissance et d'abord avec sa propre puissance. Ce rapport n'est pas le même pour les Français, les Allemands, les Anglais, etc. La France vit depuis le XIXe siècle dans la nostalgie de sa puissance. La nostalgie de l'époque où la France était non seulement le pays le plus prestigieux et le plus rayonnant d'Europe, mais aussi le plus puissant matériellement et militairement. Et à l'époque, lorsqu'on disait le premier en Europe, eh bien, cela voulait dire, de fait, le premier dans le monde. Or, tout cela s'est terminé en 1815, après que la puissance et le rayonnement de la France se soient transformés, avec la Révolution et surtout avec Napoléon, en domination de la France sur toute l'Europe, domination que nous voyons sur cette carte de 1812. Cela s'est logiquement terminé par une catastrophe, une défaite imposée par toutes les nations européennes coalisées contre la France, et le retour en 1815 à une situation d'équilibre arbitrée par l'Angleterre et conseillée bien avant 1815 par Talleyrand. Cette nouvelle situation, ce retour à l'équilibre, on peut dire que la France l'accepte après 1815. Elle ne renonce pas à être une puissance,
mais lorsque l'occasion se présente de reprendre le combat pour ravir la première place en Angleterre, sagement, la France renonce. Je rappellerai deux exemples de ce choix. Tout d'abord, 1840, la crise d'Orient. La France de Louis-Philippe est l'allié de Mehmet Ali, vice-roi d'Égypte. Mehmet Ali s'est pratiquement émancipé de la tutelle de Constantinople, il a modernisé l'Égypte et il défie le pouvoir du sultan. En 1840, il est sur le point de remporter une victoire décisive en s'emparant de la Syrie, ce qui lui permettrait de construire une véritable puissance en Méditerranée orientale. Une véritable puissance en Méditerranée orientale et alliée de la France, on voit tout de suite qu'il y a là un problème important. Bien entendu, l'Angleterre s'y oppose. Elle construit une coalition de toutes les puissances européennes, sauf la France. Cette coalition exige de Mehmet Ali l'abandon de la Syrie. La seule façon de s'opposer à cet ultimatum, ce serait la guerre. En France, le ministre Thiers est prêt à l'envisager, il fait même fortifier Paris, mais sagement, Louis-Philippe renonce et abandonne Mehmet Ali. Deuxième exemple, 1898, la crise de Fashoda. Dans le partage tacite de l'Afrique, la France est installée surtout à l'ouest et l'Angleterre à l'est. En 1898, l'envoi d'une mission militaire française sur le Haut-Nil, c'est la mission Marchand qui s'installe à Fashoda, c'est une tentative imprudente de remettre en cause ce partage. L'Angleterre s'y oppose catégoriquement et se montre prête à la guerre. Sagement, la France renonce et la mission Marchand est évacuée par Djibouti. Une participation de la France à la géopolitique classique, ça serait des gens se demandant comment la France pourrait-elle retrouver la première place injustement perdue en 1815. Or, personne en France ne se pose sérieusement cette question, les géographes pas plus que les autres. Donnons quelques exemples de ce que fait cette géopolitique française. Elle est représentée par beaucoup de gens, je retiendrai 5 noms. Élisée Reclus, Paul Vidal-Lablache, André Chéradame, Albert Demangeon, Jacques Ancel. Tous sont géographes, sauf Chéradame, qui est journaliste. Leur activité est échelonnée de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la catastrophe de 1914-1918. Je les évoquerai en m'intéressant surtout aux points évoqués plus haut, en quoi leur réflexion géopolitique est-elle différente de celle menée à la même époque en Angleterre, en Allemagne ou en Russie. Élisée Reclus est un original. C'est un militant anarchiste qui a combattu pendant la Commune de Paris. Il a mené toute sa carrière de géographe en dehors de l'université française. À partir des années 1870, il dirige l'entreprise titanesque d'une géographie universelle. Dans le tableau géographique qu'il nous propose, alors son propos n'est évidemment pas de justifier la puissance française. Il fait de la politique, bien sûr. De façon générale, il accorde aux opprimés et aux exploités l'attention, l'empathie qu'ils méritent, comme nous le montre cette carte très politique des pogroms en Russie. Mais curieusement, cette géographie d'un anarchiste a la réputation d'être plus neutre que d'autres. Elle est même utilisée en 1900 pour régler un différend frontalier entre le Brésil et la Guyane française, et pour le régler au profit de la France. Et oui, la géographie d'Élisée Reclus est plus neutre que d'autres, puisque son projet n'est pas du tout de favoriser la puissance française. Par ailleurs, Reclus a une position surprenante sur la colonisation de l'Algérie.
Il critique évidemment toute entreprise de domination d'un peuple sur un autre. Mais lorsque des colons français, qui sont des gens du peuple, s'installent sur des terres inoccupées ou supposées inoccupées et les mettent en valeur par leur propre travail, Reclus trouve cela très positif. Probablement parce qu'il veut retrouver là le rêve anarchiste du petit producteur autonome, maître chez lui et n'exploitant personne. Enfin, Élisée Reclus s'intéresse aussi à l'organisation générale du monde, au moment où cette organisation est totalement prise en main par l'Europe. S'il critique le colonialisme, il ne remet pas vraiment en cause la centralité de l'Europe. Parce que pour lui, l'évolution de la culture européenne, de l'Antiquité aux Lumières, a fini par produire ces instruments d'émancipation que sont le socialisme et l'anarchisme, et qu'il faut maintenant les offrir à toute l'humanité. Bref, la géographie de Reclus est politique, bien sûr, comme toute réflexion sur le monde. Elle n'a pas grand-chose à voir avec la géopolitique classique que nous avons vu se développer chez les anglo-saxons, les allemands ou les russes. Elle annonce davantage la géopolitique critique qui se développera plus tard, dans les années 1970. Mais en même temps, elle reste étonnamment prisonnière de quelques préjugés de son temps sur la supériorité et la centralité de l'Europe. Vidal de Lablache, ou Vidal-Lablache, apparaît comme l'antithèse parfaite d'Élisée Reclus. C'est un pur produit de l'université française, reçu premier à l'agrégation d'histoire et géographie en 1866, il fait une carrière brillante. Professeur à l'École normale supérieure, puis à la Sorbonne. Il est le fondateur, le formateur et le chef incontesté de l'École française de géographie. Politiquement aussi, il est l'antithèse de Reclus. Vidal est un républicain, conservateur et patriote, mais il se garde bien d'utiliser son enseignement comme un instrument de propagande. Son principe est l'objectivité dans l'observation et l'explication scientifique des paysages. L'autorité de Vidal est si grande que l'école géographique française est considérée comme vidalienne, jusqu'à ce que dans les années 1960-70, la jeune génération secoue le cocotier et évidemment avec beaucoup d'injustice. Beaucoup d'injustice parce qu'on a voulu faire de Vidal le symbole d'une géographie vieillotte et inoffensive, préoccupée surtout de description des paysages et ignorant les enjeux géopolitiques. C'est très excessif, d'abord parce que c'est Vidal qui a sorti la géographie du rôle second dans lequel elle se trouvait par rapport à l'histoire. Son œuvre pédagogique est immense. On envoyait partout les cartes dans nos écoles et il en reste encore quelques-unes. Ensuite, la géographie de Vidal est beaucoup moins statique qu'on a voulu le dire. Elle est centrée sur les paysages et les régions, certes, mais elle étudie les rapports, les interactions entre la nature et les hommes, ce qui en soi est un problème politique. Enfin, on a redécouvert assez tardivement, en 1994, grâce à une réédition assurée par Yves Lacoste, que le dernier ouvrage de Vidal, La France de l'Est, écrit en 1917 et publié une première fois en 1922, eh bien, c'était un texte géopolitique. Dans ce livre, Vidal s'efforce de démontrer que la Lorraine et l'Alsace sont françaises. Il s'appuie non pas comme Renan sur la volonté populaire, l'adhésion des populations à la France, mais sur l'organisation géographique des territoires. Pour Vidal, cette carte des densités de population montre une continuité. Les zones rurales et les zones urbaines font partie du même ensemble cohérent qui a été artificiellement divisé par la frontière de 1871. Ainsi, il y aurait donc une géopolitique vidalienne. Eh bien oui, d'une certaine façon.
Mais elle est bien tardive. La France de l'Est date de 1917 et Vidal meurt en 1918. Et puis surtout, cette démonstration géopolitique est tournée uniquement contre l'Allemagne. Ce n'est pas une réflexion globale sur la puissance française et son expression dans le monde. André Sheradam, aujourd'hui bien oublié, a connu une certaine notoriété au début du XXe siècle. Alors, il n'est pas géographe, mais journaliste. Le seul vrai sujet de son travail, c'est la dénonciation de l'ambition allemande. Et il le fait non pas en critiquant politiquement un nationalisme, mais en démontrant avec des cartes la façon dont ce nationalisme veut inscrire son projet dans l'espace. Il ne défend donc pas un projet géopolitique français, il dénonce un projet géopolitique allemand. Par exemple, dans le plan germaniste démasqué, qu'il publie en 1916, et qui connaît un certain succès, 17 éditions, avec des traductions en anglais, en espagnol, en portugais. Pour Sheradam, la logique géopolitique du plan allemand, c'est la construction d'un axe Hambourg-Golfe Persique, ouvrant la voie à la prépondérance mondiale. Ce plan a commencé à être réalisé par l'alliance de l'Allemagne avec l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie, les liens de plus en plus étroits avec l'Empire ottoman et la construction du Bagdad-Ban, le chemin de fer Berlin-Bagdad. En 1914, selon Sheradam, l'Allemagne a provoqué délibérément la guerre parce que les guerres balkaniques s'étaient terminées en 1913 par la défaite de la Bulgarie, défaite remettant en cause l'axe vital de l'ambition allemande. Voici la carte avec laquelle Sheradam mène cette démonstration. À partir de cet axe Hambourg-Golfe Persique, c'est la prépondérance mondiale que vise l'Allemagne, grâce à son alliance avec le pan-islamisme, qui peut contribuer à étendre l'influence allemande sur l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud, l'Asie centrale et même d'une certaine façon jusqu'en Chine. Sheradam dessine sur le planisphère l'ensemble des atouts dont dispose l'Allemagne, une influence à travers l'immigration allemande aux États-Unis et dans le cône sud de l'Amérique latine, la possibilité d'étendre la présence allemande en Afrique à partir des colonies allemandes existantes, sud-ouest africain et Afrique orientale, la perspective de récupérer l'héritage français et hollandais au Maroc et en Asie. En 1916, l'enlisement dans la guerre de tranchées fait naître l'idée d'une paix de compromis, une paix blanche. Et l'Allemagne semble ne pas rejeter cette perspective. Pour Sheradam, il s'agit d'une ruse totalement en faveur de l'Allemagne, puisque l'Allemagne a déjà atteint son objectif principal, comme le montre la carte des fronts en 1916. L'objectif principal, c'est la consolidation de l'axe Hambourg-Golfe Persique, et le livre de Sheradam est écrit pour dénoncer cette ruse allemande avec le sous-titre « Le redoutable piège berlinois de la partie nulle ». C'est donc un problème géopolitique mondial qui est posé par l'ambition allemande, et c'est à une coalition mondiale qu'il revient de contrer cette ambition. Il faut une solution géopolitique au centre du problème, c'est-à-dire en Europe. Pour Sheradam, elle consiste à briser en son centre l'axe Hambourg-Golfe Persique en démantelant l'Empire austro-hongrois au profit des différentes nationalités qui le composent. On a donc avec Sheradam une réflexion géopolitique qui n'est pas sans intérêt, menée par un homme très bien informé des problèmes de l'Europe centrale et qui a longuement réfléchi. Mais son obsession anti-allemande le fait parfois verser dans le complotisme lorsqu'il est convaincu d'avoir découvert un plan secret dans lequel l'Allemagne aurait planifié tous ses méfaits.
D'autre part, il n'a pas su se préserver des ravages du scientisme, c'est-à-dire être convaincu d'avoir découvert, grâce à la science géopolitique, l'explication finale de toute chose. Et pour cher Adam, ça ne va pas s'améliorer avec l'âge. En 1942, il est réfugié aux États-Unis pour fuir l'occupation allemande et il publie un gros livre, La clé du monde et la victoire. Le titre est tout un programme et il a un double sens. C'est à la fois la clé de la compréhension du monde et la clé de la domination du monde. Cher Adam a évidemment découvert cette double clé et il est heureux de la présenter à l'humanité d'une façon qui rappelle les formules définitives de Mackinder ou Spikeman. Je cite: ce sont les territoires représentés par l'ancienne Autriche-Hongrie qui constituent la clé du monde. Parce que, si les Allemands dominent l'Europe centrale et balkanique, ils peuvent, en partant de cette base, réduire successivement en servitude l'Europe, l'Afrique et finalement l'Amérique. Par contre, si la liberté est assurée aux peuples légitimes propriétaires de l'Europe centrale et balkanique, ceux-ci détiennent la clé du monde. De ce fait, ils assurent la liberté aux autres peuples de l'univers. On constate donc la possibilité de deux mouvements en sens inverse, aux conséquences immenses et opposées. Et ici, c'est cher Adam qui souligne: quand les Allemands, par Prague, Budapest, Belgrade, arrivent à Salonique, Salonique est la porte de l'esclavage pour l'univers. Mais quand, comme en 1917-1918, les peuples qui combattent pour garder leur indépendance passent par Salonique, Belgrade, Budapest en marche vers Berlin, alors Salonique est la porte de la liberté de l'univers. Salonique est donc le plus important de tous les points stratégiques du monde. Dans ce passage, cher Adam nous apparaît bien sûr de lui. Mais pire encore, lorsqu'on lit l'ensemble du livre, on découvre que l'auteur, avec force citation de ses articles passés, démontre que depuis 1900, il est le seul à avoir vraiment compris le danger allemand et le seul à avoir su comment y faire face. Moralité, lorsque des géopoliticiens sont saisis par l'orgueilleuse certitude d'avoir trouvé l'explication finale de toute chose, eh bien, ils sont en grand danger de raconter n'importe quoi. Albert de Mangeon a été l'élève de Vidal-Lablache à l'École normale supérieure. Après la mort du maître en 1918, il est l'une des figures de l'école vidalienne. Alors, il a fait une belle carrière universitaire, dont le couronnement et la chaire de géographie économique en Sorbonne. Il publie en 1920 Le déclin de l'Europe, qui a un écho certain. Le livre nous intéresse parce qu'il présente vraiment une démarche géopolitique. Je cite sa conclusion et je l'illustre d'une carte. L'océan Pacifique, longtemps excentrique par rapport aux grands foyers commerciaux, puis appelé à la vie générale par les navigateurs et les marchands de l'Europe, s'éveille à une vie indépendante. Ces deux rives qui depuis un siècle s'orientaient l'une vers l'Occident, l'autre vers l'Orient, se retournent l'une vers l'autre et deviennent les façades d'une nouvelle Méditerranée. Des centres industriels à grand rendement se sont fondés et développés aux États-Unis et au Japon. D'autres inaugurent leur carrière. Il en sort des cargaisons et des pacotilles qui vont se distribuer sur des marchés que l'Europe fournissait jusqu'alors. Il y arrive des masses de matières premières qui viennent nourrir les usines nationales et n'iront plus vers les manufactures européennes. Un peu partout sur le globe, on voit des peuples qui avaient reçu de l'Europe les courants de la vie générale se détourner progressivement de cette source antique et s'orienter vers d'autres foyers de civilisation. L'unité de la Terre s'était réalisée sur un plan européen. Plusieurs plans qui s'ébauchent vont dissocier cette œuvre.
certaines parties de la Terre s'uniront sur un plan américain, d'autres sur un plan japonais. Il n'y aura plus unité, mais pluralité d'influences. C'est le démembrement de l'empire de l'Europe, de cet empire dont l'exploitation avait fondé sa fortune. Fin de citation. Se dessine donc sur la carte quelque chose qui évoque un monde devenant multipolaire. Alors, en lisant ce texte un siècle plus tard, on peut sourire, bien sûr, en voyant à quel point de Mangeon ne pressent pas l'importance que prendront la Russie soviétique, puis la Chine, puis d'autres forces encore aujourd'hui. Mais tout de même, avec cette démarche qui se veut objective et non partisane, de Mangeon a très bien vu ce qu'était le vrai problème géopolitique des grandes puissances en 1920 et d'ailleurs déjà en 1914. Le vrai problème, c'était non pas gérer les rivalités européennes, mais gérer la fin inévitable de la domination absolue de l'Europe sur le monde. Moralité, les géopoliticiens les plus écoutés ne sont pas forcément ceux qui donnent les conseils les plus sages. Je ne voudrais pas quitter la géopolitique française sans rendre hommage à Jacques Ancel. Ancel avec un A. Né en 1882 et mort en 1943, on verra que la date n'a rien d'anodin. Ancel est un géographe qui fut l'élève de Vidal-Lablache et il a lui-même enseigné en Sorbonne. Il n'a pas fondé la géopolitique française, mais il est le premier en France à en revendiquer le nom. Il donne à l'université un cours de géopolitique et il publie en 1938 chez Delagrave un ouvrage intitulé Géopolitique. C'est un petit livre d'une centaine de pages, mais Ancel y a mis tout ce qu'il avait sur le cœur. Ce qu'il avait sur le cœur, c'est d'abord dans le premier chapitre une dénonciation virulente de la géopolitique allemande, à laquelle il reproche son déterminisme et son nationalisme. Il écrit La géopolitique fourbit les armes de l'hitlérisme. Dans les chapitres suivants, Ancel développe sa propre conception d'une géopolitique humaine, en particulier autour de la notion de frontière, qui est sa grande spécialité. Il ne croit pas aux frontières naturelles, quelle qu'en soit la forme, fleuves, montagnes, mer, sauf d'une certaine façon les déserts. Il compare la frontière à un isobare, une ligne d'équilibre mouvante entre deux pressions exercées par deux peuples. Et surtout, il ne croit pas aux formules définitives. Je cite, « Les progrès de la topographie, de la linguistique, de l'économie effacent les principes. Comme les autres, la notion de frontière se complique. » Et plus loin, la frontière n'est en effet que le résultat d'un équilibre entre les forces vitales de deux peuples. Elle ne possède jamais de valeur absolue. Elle a une valeur relative d'après la fonction que lui assigne le groupe qu'elle encadre, les groupes qu'elle maintient. Quelques mots sur l'implication de Jacques Ancel dans la vie de son temps et de son pays. Il participe à la Première Guerre mondiale, d'abord sur le front français, où il est blessé et décoré. Puis à l'armée d'Orient, c'est-à-dire l'armée de Salonique, les Balkans, où il est affecté au service politique de l'état-major. Les Balkans resteront d'ailleurs un de ses principaux sujets d'étude. En 1919, il fait partie des experts convoqués par Clémenceau pour l'assister dans la conférence de la paix. Alors pour ce qui le concerne, évidemment, sur les questions de frontières. En 1938, alors qu'il est professeur en Sorbonne, il participe à la protestation contre les accords de Munich et au début de 1939, il signe un texte dans ce sens, aux côtés, entre autres, de Paul Langevin et Frédéric Joliot-Curie. En octobre 1940, l'une des premières mesures du gouvernement de Vichy est l'adoption du statut des Juifs, interdisant la fonction publique aux Juifs. Ancel, qui est juif, est chassé de l'université.
puis arrêté en décembre 1941 et interné au camp de Compiègne avec plusieurs centaines de notables juifs. La plupart des internés seront déportés et finiront à Auschwitz. Ansel, lui, est libéré en mars 1942, peut-être sur une intervention de son collègue allemand Haushofer, avec qui il correspondait malgré leurs désaccords. Haushofer aurait qualifié Ansel d'adversaire chevaleresque. Chevaleresque ou pas, Ansel, qui a 61 ans, est très affaibli par sa détention et il meurt dans le sud-ouest de la France en décembre 1943. Nous retrouverons des Français dans la vidéo suivante où nous parlerons de la géopolitique critique qui émerge dans les années 1970.